Très bien. On va voir l'immunité anti-infectieuse. L'immunité anti-infectieuse est un cours qui est censé vous faire paraître, vous faire comprendre l'importance de notre système immunitaire. C'est une discipline, ou là c'est une spécialité, les maladies infectieuses, où on regarde directement l'importance du système immunitaire. Pourquoi notre système existe? Ça, on a étudié l'immunologie fondamentale, quel est le rôle de LB, quel est le rôle de LT, comment se déroule la réaction inflammatoire, quel est le système du complément, quel est le rôle du système du complément. On a étudié quelques pathologies de mon système immunitaire, les hypersensibilités, les déficits de ce système immunitaire. Donc le système immunitaire, il peut avoir des défaillances en excès ou en déficit. En excès, ce sont les hypersensibilités et les maladies auto-immunes. En déficit, ce sont les déficits immunitaires congénitaux et les déficits immunitaires acquis. Les déficits immunitaires acquis comme le fameux syndrome de SIDA. Maintenant, on va voir un peu quelques aspects, pas tous les aspects, quelques aspects de l'implication de mon système immunitaire contre les infections. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que je dois vous dire. Pourquoi tombons-nous malades? Pourquoi tombons-nous malades? Monsieur, pourquoi tombons-nous malades? Pourquoi nous avons des maladies infectieuses? Il faut savoir que la médecine, dans son début, son rôle principal, c'était de lutter contre les infections. Je suis là, j'ai une bactérie, je vais chez le médecin pour que je guérisse. D'accord? Donc l'un des principaux aspects de la pratique médicale, c'est la lutte contre les infections. C'est la lutte contre les infections, contre les maladies tropicales. Je vous pose une question. J'ai un système immunitaire. Regardez comment il est organisé. Regardez toute cette organisation. J'ai des récepteurs au niveau cutané, juste à l'entrée de mon organisme. J'ai un système de défense physique, mécanique, chimique. J'ai de la salive, j'ai des urines, j'ai des larmes, des glandes lacrymales. Tout contient des enzymes, tout contient une acidité, tout contient une certaine fluidité. J'ai des poils, j'ai un épiderme qui est étanche et imperméable. J'ai des glandes sudoripares qui vont me sécréter de la sueur qui a un pH adéquat. J'ai des glandes de sébacées qui vont me sécréter des lipides qui ont une action antimicotique. J'ai, une fois cette première barrière atteinte, j'ai des cellules réceptrices, des cellules dendritiques, des cellules résidentes. J'ai des cellules spécialisées, j'ai aussi des cellules non spécialisées comme le macrophage, comme le polynucléaire, j'ai des cellules de lutte antiparasitaire comme les éosinophiles, j'ai des cellules inflammatoires comme le mastocyte, j'ai une interaction entre les différentes cellules endothéliales et les cellules immunitaires, j'ai des cellules ultra spécialisées contre les maladies infectieuses qui sont les fameuses LB, les fameux LT et les fameux LB. Comment, avec tout ça, je peux tomber malade? Avec toute cette organisation, je peux tomber malade. Eh bien parce que celui qui est en train de m'envahir, les bactéries, elles réfléchissent aussi. Donc elles ont aussi développé des moyens qui leur permettent de traverser toutes ces barrières, et elles peuvent m'attaquer. Il faut savoir que les bactéries essayent de m'attaquer à long terme. Donc, quand il y a des bactéries qui sont en train d'essayer de vous attaquer, ou des virus, d'accord? On continue, il y a des bactéries qui sont en train de vous envahir. La majeure partie, l'écrasante partie de ces micro-organismes sont vaincus par notre système immunitaire. La majorité de ces micro-organismes sont vaincus par notre système immunitaire. Votre système immunitaire peut les vaincre facilement. Imaginez l'empire perse, d'accord? L'empire perse, il est là, d'accord? Et il y a des petits pays, des petits règnes avoisinants, ils essaient de l'attaquer dans ces petites régions. Ils essaient de réaliser des rébellions, ils essaient de réaliser des petites révolutions, d'accord? Dès que ces rébellions apparaissent, il y aura des escarmouches, oui. Ces petites tribus seront écrasées. Elles ne sont même pas mentionnées dans l'histoire. Je vais les tuer avec les gens parce qu'ils ont pensé ils peuvent être mes rivaux. Je vais les écraser sans aucune pitié.
pour donner l'exemple. Donc c'est la même chose avec les petites bactéries qui ne sont pas très dangereuses. Elles essayent de m'infiltrer, je les tue. Vous n'avez ni fièvre, voilà le médecin. D'accord? Vous n'avez aucune manifestation. Vous n'avez aucune manifestation. Par contre, il existe des situations où ces pathogènes sont développés, où ces pathogènes sont modifiés génétiquement et peuvent traverser les barrières. Où mes barrières sont lésées, où le défaut il est contenu dans mon organisme. J'ai une petite brèche, d'accord? Ou là j'ai une immunodéficience, je suis malade, j'ai trop travaillé, mon organisme est fatigué, j'ai donné beaucoup d'efforts. Donc il existe des situations où il y a un déséquilibre entre les bactéries qui essaient de m'attaquer et entre mon système de défense. Dans cette partie infime des infections qui essaient d'avoir lieu, je peux tomber malade. Ces cellules bactériennes ou ces micro-organismes peuvent vaincre mes mécanismes de défense et me faire tomber malade et j'aurai des manifestations cliniques. Ici, maintenant, on va découvrir quels sont les moyens qui permettent à mon organisme de lutter contre cette infection. Quand le micro-organisme arrive à bout de mon système immunitaire, quand mon système immunitaire est vaincu, je dois aller au médecin pour qu'il me prescrive des médicaments. Donc les médicaments, en fait, les antibiotiques, ce n'est qu'un moyen de lutter contre ces bactéries qui ont réussi à vaincre mon système immunitaire. Très bien. Aujourd'hui, on utilise les antibiotiques parce que au cours de la guerre froide, ou là dans le partage du monde, dans l'établissement du nouveau système mondial, ce sont les capitalistes, là, ce sont les Américains qui sont sortis vainqueurs. Il faut savoir qu'il existe deux écoles. Il existait dans la lutte anti-infectieuse deux écoles. L'école de l'Est et l'école de l'Ouest. L'école de l'Ouest, c'est l'école des États-Unis, et l'école de l'Est, c'est l'école de l'URSS. L'URSS faisait des recherches pour développer des molécules antibactériennes qui étaient en fait des virus. Les fameux bactériophages. Vous connaissez les bactériophages, vous les avez vus en cytologie. C'est quoi un bactériophage? C'est un virus qui peut attaquer une bactérie. Donc, les Russes, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient d'établir un moyen pour utiliser les virus. Vous mangez des virus. Très bien. Et ces virus allaient attaquer les bactéries. Mais ce n'est pas les Russes qui... Ils ne vont rien épargner, les virus. Ben non, ils sont spécifiques. Ils sont spécifiques aux bactéries spécifiques. C'est comme les antibiotiques. Vous avez vu une certaine spécificité des antibiotiques. Il y a des antibiotiques contre la paroi, il y a des antibiotiques contre la synthèse de l'ADN, il y a des antibiotiques, d'accord? Donc même les bactériophages ont leur spécificité, comme chaque virus. Qui même le virus grippal peut entrer dans votre organisme grâce à l'immalglutinine et à la neuraminidase. Ce sont des récepteurs spécifiques qui peuvent se fixer sur l'épithélium bronchique. Donc il existe une spécificité entre le virus et son récepteur. Qui met le VIH grâce aux molécules CCR5, CXCR4, d'accord, et les fameuses glycoprotéines GP120 et GP41, il peut se fixer sur des récepteurs spécifiques qui sont CXCR4, CCR5, d'accord, et le CD4 bien sûr, Donc il y a une complémentarité qui fait la spécificité. Je peux utiliser les virus pour tuer les bactéries et on est en train de revenir à ça. On est en train de relancer ces recherches. Quels sont les moyens utilisés par mon organisme pour lutter contre l'infection? D'accord? On va commencer par les barrières anatomiques. Cette fameuse peau. La peau est une barrière anatomique. C'est une barrière physique qui va lutter contre l'infection. Elle est là. Elle est imperméable. Où il y a aussi des poils qui vont chasser les bactéries et les empêcher d'arriver à la peau. D'accord? Très bien. Il y a aussi une autre importance des poils, vous l'avez vu en physiopathologie, dans la régulation thermique. Il faut savoir que quand j'ai froid, je peux réaliser un hérissement des poils où les poils peuvent nous sauvegarder la température et diminuer la diffusion de la température.
D'accord, donc ils ont un rôle immunologique et un rôle de régulation de la température. Très bien. Donc la peau est imperméable, mais il y a aussi des sécrétions au niveau de la peau. Des sécrétions sudoripares et des sécrétions sébacées. Les glandes sébacées vont sécréter des acides gras qui sont nocifs aux champignons. Ils ont une activité antimycotique. Et l'acidité de la sécrétion sudoripare va aussi tuer les bactéries. Très bien, très bien. Donc, une texture spécifique. Son intégrité est importante puisqu'il y a de fortes liaisons entre les cellules épithéliales. Les fameuses cadérines sont en train de lier, et les molécules d'adhésion peuvent lier les cellules épithéliales ou les cellules épidermiques entre elles pour empêcher l'internalisation ou l'entrée de molécules exogènes. La desquamation, il faut savoir que la couche cornée, la couche la plus externe de la peau est en continuel renouvellement. Ce renouvellement permet à la peau de se détacher et de prendre avec elle les bactéries et elle est remplacée par une nouvelle peau. La couche cornée, voilà. Les sécrétions des glandes, on en a parlé, pilosébacées et sudoripares. Voilà. Donc c'était ça l'importance de la peau. Voici un petit schéma de la peau que je n'ai pas aimé. Je vous ai ajouté un autre schéma. Le schéma, il montre bien les différentes couches de la peau. Donc, le fameux stratum disjunctum, qui est la couche desquamante, d'accord. En bas, le stratum compactum, et le tout me forme la couche cornée. En bas, j'ai la couche claire, ou stratum lucidum, d'accord. Le stratum granulosum, qui est la couche granulosée. Le stratum spinosum, qui est la couche spineuse. Le stratum germinatum, qui est la couche basale, qui est en train de me renouveler les cellules. Et en bas, bien sûr, les capillaires sanguins au niveau du derme. Vous voyez pourquoi il fallait tout à l'heure, qu'il y ait une migration des cellules de l'ingérence de l'épiderme vers le derme. Parce que les vaisseaux sanguins, ils sont contenus dans le derme. Les vaisseaux sanguins sont contenus dans le derme. Et c'est ici qu'il y a internalisation de mes différentes LTH1M. Très bien, très bien. Continuons. Les muqueuses, on a terminé avec la peau, c'est la première barrière, qui est une deuxième barrière. La fameuse barrière constituée par les muqueuses, vous l'avez vu dans le premier cours d'immunologie de cette année. Les muqueuses, il faut savoir qu'elles sont tapissées par des cellules épithéliales. Ces cellules épithéliales sont caractérisées structurellement par la présence de cils. Ces cils peuvent chasser ou peuvent faire mouvoir les bactéries et les chasser. Il y a aussi une sécrétion muqueuse. C'est la sécrétion de mucus par les cellules épithéliales, par les cellules glandulaires au niveau des muqueuses. Donc les muqueuses peuvent me sécréter du mucus et ce mucus peut piéger les bactéries. Très bien. Donc la muqueuse respiratoire est constituée de cellules ciliées, il y aura des mouvements, et de cellules caliciformes qui vont me sécréter le mucus, pas le surfactant. Qui vont me sécréter le mucus des voies respiratoires. Le surfactant, c'est le constituant de l'alvéole. D'accord, c'est un élément qui a une action physique. Il empêche les alvéoles de se collaborer. D'accord. Et là, on parle surtout de la sécrétion de mucus au niveau bronchique. Et ce mucus va piéger les bactéries et grâce au cil, il sera internalisé du coup une. D'accord. Donc cette nahma est pleine de bactéries. Est-ce que c'est bien de l'avaler ou là de cracher? On crache ou là on avale? On avale. On peut avaler, c'est normal. Ça ne vous fera rien. C'est pas bien de cracher. D'accord? D'accord? Allez, on continue puisqu'en l'avalant, vous allez l'envoyer dans le milieu extérieur, vous allez l'envoyer au mal. Qui est un système immunitaire. C'est pas la peine de cracher. Surtout par terre. Si vous êtes à la maison, on peut se cacher à quand? Sinon c'est pas bon. C'est pas civique. Faut pas cracher. La muqueuse intestinale, grâce au péristaltisme, elle peut mouvoir les différentes matières fécales. Oui, les matières fécales vont avancer dans l'intestin pour éliminer les bactéries. Et il y a aussi une flore bactérienne saprophyte. Il faut éviter d'utiliser le mot flore. D'accord? Il faut éviter d'utiliser le mot flore. On appelait les bactéries de l'intestin flore intestinale. Mais cette nomination a été abandonnée. Pourquoi? Parce que les bactéries ne sont pas des plantes. D'accord? La flore désigne des plantes. Vous connaissez la faune et la flore. La flore désigne des plantes. Et les bactéries ne sont pas des plantes. On parle plutôt de microbiote. On parle de microbiote intestinal. Le microbiote intestinal participe à la défense de mon organisme.
comment le microbiote intestinal favorise la défense de mon organisme, je ne vais pas vous parler des autres fonctions du microbiote. Le microbiote a plusieurs fonctions. Il intervient dans la putréfaction des protéines, il intervient dans la fermentation des sucres, il intervient dans ma digestion, il facilite ma digestion. Il est le fameux bifidus actiregularis que vous prenez dans l'activité. C'est du blabla, c'est du frotté. D'accord? Parce que quand vous prenez du rail, il est très riche en bifidus. Ce n'est pas la peine de jeter du activité. D'accord? Et les l'anal, ils vont le faire à pause. Très bien, le bifidus il est très présent au niveau. Oui, au niveau du lait caillé, parce qu'il y a de la cobacillus. L'essentiel, c'est pas important. Je suis en train de vous dire quelle est l'importance du microbiote. Le microbiote intestinal, les bactéries qui sont présentes au niveau de mon intestin, vont me protéger. Comment elles vont me protéger? Elles vont me protéger en chassant les autres bactéries. Supposons qu'une bactérie vienne et qu'elle essaie de m'envahir. Les bactéries de mon intestin vont la tuer. Pourquoi ils vont la tuer? Elles vont me défendre. Parce qu'on a des intérêts communs. Mon intestin est leur habitat. Elles ne vont laisser personne venir les chasser de chez eux. Elles ne vont laisser personne venir les chasser de chez eux. Elles vont rester dans leur habitat, et empêcher les bactéries qui essaient de me coloniser, parce que quand une bactérie me colonise, elle va menacer ces bactéries. Donc elle va me protéger, tout simplement. D'accord? Elle va me protéger pour continuer à survivre dans mon intestin. La muqueuse gastrique, la fameuse sécrétion acide, vous savez qu'au niveau de la paroi gastrique, j'ai des transporteurs. C'est un transport perméatif actif secondaire antipore. C'est un transport perméatif actif antipore, d'accord, au cours duquel j'ai un transport du K+ contre le H+. Donc je peux éliminer le H+ et le Cl-. Je peux éliminer le H+ et le Cl- dans mon estomac, ce qui donne à mon estomac une acidité très importante qui peut tuer les bactéries. Les bactéries qui peuvent vivre dans mon intestin, elles sont très rares. Aucune bactérie ne peut vivre dans mon estomac, sauf quelques exceptions comme l'Helicobacter pylori. D'ailleurs, le monsieur qui a établi la physiopathologie entre l'Helicobacter pylori et l'ulcère, il a gagné un prix Nobel, d'accord, quand il leur avait dit qu'il y avait une bactérie qui pouvait vivre dans mon estomac, la communauté scientifique tous les scientifiques ont trouvé cela drôle. Comment une bactérie peut vivre dans un pH aussi bas? Alors qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Quand on croit à ce qu'on fait, il a pris une colonie d'Helicobacter au clair. Malheureusement, une infection à Helicobacter pylori pour prouver qu'il avait raison. On va la fameuse trithérapie. D'accord? Il est c'est bien. D'accord? Très bien. C'était dans les années 80. Donc la muqueuse gastrique. Le lysozyme présent dans les sécrétions lacrymales, salivaires et nasales, vous savez que nos sécrétions, la salive, tout ça c'est très riche en lysozyme. Le lysozyme est un facteur bactéricide. C'est un facteur bactéricide qui peut tuer les bactéries. Très bien. S'il vous plaît, on reste concentré. Voici un petit aspect, structure de la muqueuse respiratoire. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des cellules ciliées. Et ces cellules ciliées ont des cils qui peuvent chasser les bactéries, qu'il y a des glandes sécrétrices, et ces glandes sécrétrices peuvent me sécréter le mucus qui va piéger les bactéries, et qu'il y a, voici les cellules sécrétrices ou les cellules caliciformes. Très bien. Continuons. La muqueuse intestinale. On a parlé du microbiote intestinal qui est contenu dans les intestins et qui va intervenir dans ma protection. Et aussi, on va introduire ici une nouvelle information. Regardez, on vous dit qu'il y a une flore intestinale qu'on appelle microbiote. Cette microbiote va chasser les bactéries. Elle va les tuer. Elle ne va pas les laisser vivre. Dans mon intestin. Mais il faut savoir que j'ai dans mon intestin un tissu lymphoïde que j'appelle tissu lymphoïde associé aux muqueuses. Le MALT. Mucus Associated Lymphoid Tissue. Mucus Associated Lymphoid Tissue.
Donc c'est des tissus. Donc c'est des tissus qui sont associés aux muqueuses. Dans mes muqueuses, j'ai des tissus lymphoïdes. Comme, donnez-moi des exemples. Comme l'appendice. L'appendice, elle est très riche en tissus lymphoïdes. La plaque de Peyer, vous vous souvenez des plaques de Peyer? Elles sont très riches en tissus lymphoïdes. Et dans différents organes, j'ai des glandes de lymphoïdes qui contiennent des lymphocytes spécifiques qui sécrètent des IgA sécrétoires qui sont impliqués dans la défense de mon organisme. Les maltes de l'intestin, je les appelle GAD. Les maltes de l'intestin, je les appelle GAD. GAD Associated Lymphoid Tissue. D'accord? GAD Associated Lymphoid Tissue. Donc j'ai dans mon intestin des tissus lymphoïdes qui contiennent des lymphocytes qui peuvent être directement au contact de la bactérie. Dès qu'il y a une bactérie nocive, elles vont l'attaquer. Dès qu'il y a une bactérie nocive, elles vont l'attaquer. Très bien, très bien. Donc tout ça, c'est au niveau des muqueuses et des barrières physiques. Malheureusement, il existe certaines situations où les barrières physiques peuvent être dépassées. Elles peuvent être dépassées comme dans cette petite chouka, dans cette petite épine ou ce petit clou. D'accord? S'il y a effraction des barrières, les agresseurs pénètrent à travers les lésions cutanées ou les muqueuses. Les éléments de l'immunité innée s'activent, la réaction inflammatoire démarre. Et on aura la fameuse réaction inflammatoire que je ne vais pas détailler ici, d'accord? Il y a un cours de l'inflammation qui est titanique. Fait 3 heures, d'accord? On fait 3 heures, vous êtes invité à le regarder. Fait l'inflammation, la salam alaikum, d'accord? Et toutes les étapes de l'inflammation, c'était un cours d'anapathe que je vous avais publié dans votre groupe. Ça va, il a été vu 1700 fois, ça va. D'accord, par vous. Donc, il faut le revoir. Et qui a vu? Ça va, c'était bien. Très bien, très bien. Allez, on continue. Donc il y aura une réaction inflammatoire. Le résultat de la réaction inflammatoire, c'est l'arrivée de nombreuses cellules au niveau du système inflammatoire. Et c'est quoi l'inflammation? L'inflammation, si je veux la définir, c'est l'ensemble des phénomènes qui me permettent d'avoir des cellules inflammatoires dans le site inflammatoire pour qu'ils puissent réguler l'infection et l'éliminer. Qu'ils puissent réguler l'infection et éliminer l'agent pathogène. Donc vous voyez que le résultat final sera l'arrivée de cellules immunitaires qui peuvent être spécifiques, qui sont non spécifiques au début, puisque l'inflammation est une réaction immunitaire non spécifique. Ils vont commencer à phagocyter cette bactérie, la bactérie verte. La bactérie verte sera phagocytée par ces macrophages, par ces phagocytes, et je vais faciliter leur passage par des vasodilatations, par une extravasation, par un changement de l'hémodynamique. Oui, je vais orienter les plaquettes je vais orienter les monocytes et les leucocytes vers la périphérie pour qu'ils puissent diminuer leur vitesse, pour qu'ils commencent à exprimer les molécules d'adhésion, pour qu'ils se fixent sur l'endothélium, pour qu'ils soient internalisés par les mouvements de diapédèse, pour qu'ils réalisent l'infection, pour que la cellule dendritique ensuite présente les antigènes, pour que je puisse passer d'une réaction non spécifique à une réaction spécifique. Donc tout ça c'est l'inflammation. Très bien. Donc le résultat final sera l'arrivée de cellules inflammatoires qui pourra détruire les agents pathogènes. Très bien. Alors on a presque terminé. La réaction inflammatoire est un processus physiologique. C'est un processus naturel, physiologique et transitoire. Elle est éphémère. L'inflammation est éphémère. D'accord? Sauf quand elle sort de son aspect physiologique, où elle devient une inflammation chronique. D'accord? Elle devient une inflammation chronique, et l'inflammation chronique est une pathologie. Comme au cours de la tuberculose. Quand je commence à avoir des inflammations chroniques, ce n'est pas bien. Quand je commence à avoir des inflammations chroniques, ce n'est pas bien. Très bien. Déclenchée par une agression tissulaire d'origine infectieuse, traumatique, physique, chimique ou tumorale. Attention, l'inflammation ne veut pas dire infection. Attention. Très malheureusement, il existe des médecins qui ne font pas la différence entre l'inflammation et l'infection. L'infection, c'est l'envahissement par un agent pathogène. L'inflammation, c'est la réaction inflammatoire. Vous l'avez dit. Inflammatoire. Excellent. Très bien. Donc, la réaction inflammatoire, elle peut être induite par une infection, elle peut être induite par autre chose. Un coup de soleil peut vous donner une réaction inflammatoire. Une chute, un traumatisme peut vous donner une chute la vidéo. D'accord? Donc, il faut savoir que lorsque j'ai des coups de soleil, j'ai des modifications encore dans les endocytes. Les endocytes vont s'éloigner, vont
permettent une vasodilatation et une extravasation des cellules, des leucocytes au niveau des sites où il y a de la chaleur. J'ai une augmentation de la température locale et j'ai aussi des réactions inflammatoires. Très bien. Donc des agents chimiques et des agents tumoraux peuvent aussi me déclencher des réactions inflammatoires. Les tumeurs donnent des inflammations. Puisque mon organisme commence à attaquer les cellules tumorales. Pour essayer de les contrôler. Très bien, donc l'inflammation va passer par plusieurs étapes. L'initiation, l'amplification, la stabilisation et enfin la résolution. Il faut savoir que chaque événement physiologique, je dois pouvoir le contrôler dans mon organisme. C'est pour cela qu'il y a ces différentes phases. Je dois initier l'inflammation. C'est les différents phénomènes au cours desquels je peux apporter les différentes molécules nécessaires à l'inflammation, ou je réalise une vasodilatation, ou je fais exprimer les molécules d'adhésion, ou les cellules immunitaires commencent à migrer vers les sites inflammatoires. J'ai une phase d'amplification où les premières cellules inflammatoires arrivent au site inflammatoire où elles vont commencer à sécréter des molécules pro-inflammatoires pour attirer de nouvelles cellules. On a la stabilisation, c'est au cours de laquelle je vais commencer à attaquer l'agent pathogène et que je trouve le bon moyen pour l'attaquer et que je commence à le détruire. La dernière phase, c'est la résolution au cours de laquelle j'ai terminé avec mon agent pathogène et que je peux éliminer du site inflammatoire les cellules immunitaires. Elles ont terminé leur travail, elles peuvent quitter le site inflammatoire. Donc initiation, prolifération, stabilisation et résolution. Très bien, on avance. Elle met en jeu des médiateurs solubles et des cellules. Les médiateurs solubles appartiennent au système de la coagulation fibrinolyse. Il faut savoir que la réaction inflammatoire change l'état de coagulabilité du milieu. D'accord? Je vais augmenter la coagulation au niveau du site inflammatoire. Je vais augmenter la coagulation. Pourquoi? Je vais essayer d'augmenter la coagulation. Pourquoi? Pour deux raisons. Pour une raison très importante, c'est quoi? C'est d'augmenter la viscosité du sang. L'augmentation de la viscosité du sang, elle a deux résultats. Premièrement, elle piège le micro-organisme. Elle m'empêche de circuler rapidement dans le sang. Elle piège le micro-organisme. Deuxièmement, elle permet de ralentir les leucocytes. Pour faciliter leur migration, pour faciliter leur diapédase. Donc je piège mon micro-organisme et je facilite la migration de mes cellules. Du système kinine-calicréine, d'accord, qui est un système vasoactif qui permet de réaliser des vasodilatations. La calicréine est un agent vasodilatateur et au cours de l'inflammation, je dois avoir des vasodilatations. Pourquoi? Pour permettre aux cellules de migrer. Du complément, bien sûr, parce que le complément intervient dans la liste des agents bactériens, mais il intervient aussi par l'intermédiaire de ces facteurs anaphylactiques. Par ces facteurs anaphylactiques, il va attirer les cellules immunitaires. Donc, il va agir en tant qu'agent chimiotactique. Le complément, une fois activé, va attirer les cellules vers le site inflammatoire. Le complément peut attirer les cellules vers les sites inflammatoires. Et enfin, je vais voir les cellules de l'inflammation. Ce sont les différentes cellules inflammatoires, PNL, monocytes et aussi les lymphocytes. Elles vont éliminer l'agresseur pour sauvegarder l'intégrité de mon organisme. Très bien. Donc ici, il est en train de me montrer comment est réalisée une opsonisation. The macrophage expresses several receptors specific for bacterial constituents. Donc, c'est des récepteurs non spécifiques. Ce sont les fameux CLR qui vont reconnaître des régions non spécifiques au niveau de la bactérie. Pour la fixer, une fois fixée, il va la phagocyter. Certaines de la bactérie, là on commence à voir quelques phénomènes. Certaines bactéries peuvent avoir une physiologie qui leur permet de résister contre la phagocytose. Quelles sont ces bactéries? Ce sont surtout les bactéries encapsulées. Les bactéries qui portent des capsules, d'accord, elles cachent ces récepteurs. Et elles ne seront pas reconnues par les TLR.
Donc, mon système immunitaire il est aussi chacal et intelligent. Qu'est-ce qu'il va leur faire? Il va leur envoyer le complément. Il va leur envoyer des anticorps qui vont se fixer sur cette capsule, qui vont se fixer sur cette bactérie. Et ensuite, le macrophage ne va pas reconnaître des pompes. Le macrophage ou le phagocyte ne va pas reconnaître des protéines de la bactérie. Il va reconnaître des protéines qu'il a lui-même fixées sur la bactérie. Ce sont les protéines du complément. Le fameux C3b. Le fameux C3b du complément. Et le C3b du complément est reconnu par un récepteur qui est le récepteur numéro 1 du complément, le CR1. Le CR1. Le CR1 peut reconnaître les protéines du complément. Le CR1 peut reconnaître les protéines du complément qui sont fixées sur la molécule infectieuse. Il va se fixer sur ces molécules et il va phagocyter la bactérie. C'est ce qu'on appelle l'opsonisation. C'est ça l'opsonisation. L'opsonisation est la facilitation de la phagocytose. J'ai une bactérie qui est non phagocytable. Elle est non avalable. Qu'est-ce que je vais lui faire? Je vais lui fixer des molécules qui me permettent de l'avaler. Je vais lui fixer des molécules qui vont me permettre de l'avaler. Très bien. Très bien. L'opsonisation, voilà, elle se fait via les récepteurs du fragment FC, parce qu'elle peut se faire soit via le complément, soit via des anticorps, d'accord? Soit des récepteurs du fragment FC, soit des récepteurs du complément, C3b, C3bi et C3d. Attention, le C3b, il est hydrolysé, d'accord? Il y a des facteurs hydrolysants, le facteur F, le facteur H, le facteur I, d'accord? Ce sont des facteurs qui vont hydrolyser le C3b, le transformer en C3bi, puis en C3dg, puis en C3d. Donc c'est des étapes d'élimination du C3d. Qu'on a vu au cours de quel cours? Là, l'hypersensibilité de type 3. L'hypersensibilité de type 3, qui a des complexes immuns circulants. Les complexes immuns circulants sont les résultats de la fixation d'anticorps sur un antigène. Il peut y avoir une activation du complément. Cette activation du complément va faire en sorte qu'il y ait une fixation des protéines du complément sur quoi? Sur la bactérie. La bactérie va être fixée sur l'érythrocyte. L'érythrocyte va la conduire vers la rate. Une fois elle est conduite vers la rate, il va la libérer pour qu'elle soit recapturée par les macrophages et pour qu'ils puissent la phagocyter. Donc ils peuvent la phagocyter en fixant les protéines du complément. On avance. Très bien. Les récepteurs que la cellule peut utiliser, pour réaliser une phagocytose sans opsonisation, ce sont les TLR, les NLR, les RLR, les CLR. Ce sont des récepteurs présents naturellement. Ce sont des récepteurs qui sont présents naturellement dans les macrophages et qui peuvent reconnaître ou la majorité des antigènes bactériens. Ces récepteurs sont exprimés par les cellules phagocytaires. Ils reconnaissent des antigènes microbiens qu'on appelle PAMP. D'accord? Pathogènes associés molecular patterns. Motifs moléculaires associés aux pathogènes. Il y a un petit problème. Comment? J'aimerais bien que vous ayez l'idée. D'accord? Je me suis posé cette question au lycée où j'ai cherché. Il y a eu une réponse. J'aimerais bien que vous posiez cette question et que vous arriviez à y répondre. Comment je peux avoir des cellules qui sont dans mon organisme, et on avait vu le BCR, le TCR et le TLR, quand même c'est des récepteurs d'antigènes. Ce sont des récepteurs d'antigènes. Ces récepteurs d'antigènes, ils peuvent reconnaître toutes les bactéries de l'univers. Donc une bactérie, elle a un antigène, l'antigène, une réaction immunitaire à médiation humorale. Il faut qu'il y ait une fixation sur le LB. Le LB internalise. Maintenant, qu'il y ait un LB dans mon organisme, qui va reconnaître la diphtérie, qui va reconnaître la tuberculose, qui va reconnaître le tétanos. Comment un seul organisme qui est limité, qui n'a jamais rencontré ces bactéries, il peut avoir des récepteurs de toutes les bactéries de l'univers? C'est ce que j'ai entendu. Quelqu'un parle. Comment je peux avoir des récepteurs?
Je les ai ou là, la question d'abord. Est-ce que j'ai des récepteurs de tous les antigènes de l'univers? Oui ou non? Oui, j'ai des récepteurs de toutes les bactéries de l'univers. Répertoire Tawaj. Non. Quelle est une partie? Qui fait? Je vous réponds, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut savoir, il faut considérer l'antigénie comme une évolution. Capable, ça peut être transmis. Non, c'est pas un virus qui est intégré dans l'ADN et il peut être transmis. Oui, c'est parmi les moyens qui permettent d'expliquer ce que je vais dire. Il faut savoir que l'antigénie est une langue où chaque langue elle a des lettres. C'est comme si, lorsque les bactéries ont été créées, les bactéries, tous les antigènes de l'univers, nous avons un seul alphabet. Nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, E, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, etc. Nous avons le même alphabet que les bactéries. Vous prenez un groupe aux bactéries, vous faites les combinaisons que vous voulez avec cet alphabet. Le mycobacterium tuberculosis, il a choisi A. La diphtérie, elle a choisi A, B, C. Donc je peux avoir une infinité de combinaisons. Une infinité de combinaisons qui va me créer une infinité d'antigènes. Moi, mes cellules, elles possèdent des récepteurs de l'alphabet, des différentes lettres. Maintenant, elles peuvent reconnaître au moins une partie de l'antigène. Et quand c'est le pattern, quand c'est une cellule spécifique qui va le BCR, il va la reconnaître en partie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va subir une commutation isotypique et une maturation d'affinité. Où le BCR-TO, il va s'adapter à la bactérie. Il va dire oui, la première fois, je vais changer mon récepteur pour que lors du prochain contact, je la connaisse mieux et que je puisse la fixer la prochaine fois. Donc il faut savoir que tous les antigènes sont synthétisés à partir d'un même alphabet antigénique et que cet alphabet antigénique, moi, en tant qu'organisme vivant ayant un appareil immunitaire, je possède des récepteurs de toutes les lettres de l'alphabet. Je ne possède pas des récepteurs de tous les antigènes. Je possède des récepteurs d'une partie de tous les antigènes, ce qui va me permettre de les reconnaître partiellement, puis de maturer mon affinité envers ces antigènes. Est-ce que c'est clair? Très bien. C'est comme cela que je peux avoir des récepteurs spécifiques à tous les antigènes de l'univers. Jayid. Excellent. On continue. Très bien. Très bien, voici les fameux récepteurs. Il existe des récepteurs cytoplasmiques sur la membrane. Il existe des récepteurs intracellulaires. Des récepteurs intracellulaires sur les endosomes. Ça, c'est la fameuse phagocytose. On vient d'expliquer la phagocytose. La phagocytose peut être réalisée soit via les TLR, soit par une opsonisation. L'essentiel, c'est que j'ai une fixation, une reconnaissance de l'antigène, puis sa fixation, puis la création de pseudopodes, puis la création d'un phagosome, puis le phagosome va fusionner avec des lysosomes pour se transformer en phagolysosomes. Les phagolysosomes vont contenir des enzymes, d'accord, des enzymes lysosomiales, mais aussi une acidité faible, un pH bas, ce qui va permettre de détruire la bactérie. Je vais prendre le lysosome, le phagosome, je vais lui injecter de l'acide, je vais lui injecter des enzymes, je vais lui injecter aussi des radicaux libres, des radicaux oxygénés libres, ce qui me permet de le détruire, Donc, la phagocytose sera en fait réalisée et j'aurai une destruction de mon micro-organisme. Très bien. Ça, c'est la migration transendothéliale qu'on a vu tout à l'heure dans les différentes phases, puisqu'on avait parlé d'inflammation dans l'hypersensibilité de type 4. D'accord? Il y a une cellule leucocytaire qui va être internalisée au niveau du site inflammatoire. Cette inflammation,
cette diapédèse ou cette internalisation, elle se fait par une interaction entre les molécules d'adhésion. Des molécules d'adhésion. La première phase, c'est la fixation de cellules, c'est la fixation de molécules glucidiques que j'appelle les mucines, comme la cellulomycine, d'accord. Des mucines leucocytaires vont se fixer sur des sélectines endocytaires. Des mucines leucocytaires vont se fixer sur des sélectines endothéliaux. Des mucines leucocytaires vont se fixer sur des sélectines endothéliaux. C'est très important. C'est-à-dire, vous l'avez, on a la patte. Donc, le premier contact, c'est entre les mucines et les sélectines. Lorsqu'il y a un contact entre les mucines et les sélectines, j'ai des cellules qui sont en mouvement. Je suis en train de prendre un leucocyte. Ce leucocyte, il est en train de bouger à l'intérieur des vaisseaux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'internaliser à l'intérieur du tissu inflammatoire. Et je vais favoriser cette migration. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une vasodilatation. La vasodilatation va me permettre de changer l'hémodynamique vasculaire. Cette hémodynamique vasculaire ne va plus devenir laminaire, elle va devenir un peu turbulente, ce qui va me permettre de marginaliser, ce que j'appelle la marginalisation des leucocytes. Les leucocytes vont se retrouver en périphérie. Il y aura ensuite une diminution de la vitesse par la vasodilatation et par l'augmentation de la viscosité. Une fois la vitesse diminuée, je peux avoir des contacts entre le leucocyte et la cellule endothéliale. Les premiers contacts se font par des mucines avec des sélectines, et je commence à fixer la mucine sur la sélectine. J'appelle cette phase la phase de roulement. Parce que ça, c'est la paroi endothéliale et moi, je suis le leucocyte. Le leucocyte commence à faire sortir ses mucines et il commence à rouler sur la paroi. Il commence à faire ça. D'accord? Il se roule sur la paroi. Et à chaque fois qu'il y a une molécule de sélectine qui est en train de prendre la mucine et elle la fixe un peu. Et quand elle la fixe un peu, elle la fixe chouïa, puis elle la libère. Elle est en train de le ralentir. Imaginez que moi je suis une cellule et je suis marginalisé ou je suis en train de courir. À chaque fois, j'ai quelque chose qui m'attrape, qui me relâche. Je m'arrête un peu. Puis je reprends mon chemin, puis je m'arrête un peu, puis je reprends mon chemin, puis je reprends et je réalise un roulement sur un torse. Je réalise un roulement sur le cellules endothéliale. Je réalise un roulement sur la paroi endothéliale jusqu'à ce que j'arrive à une vitesse très basse. Je m'arrête et je suis arrêté. Il y aura une fixation d'autres protéines qui sont les intégrines. Les intégrines à la fin. À la fin. C'est une intégrine leucocytaire. L'intégrine leucocytaire va se fixer sur des immunoglobulines. L'interleukine leucocytaire va se fixer sur des immunoglobulines endocytaires. L'intégrine leucocytaire va se fixer sur des immunoglobulines endocytaires. Allez bien, il faut faire la différence. Ce n'est pas parce que je les appelle immunoglobulines qu'ils sont exprimés ou qu'elles sont exprimées par la cellule leucocytaire. La cellule leucocytaire exprime des intégrines. Et la cellule endocytaire exprime les immunoglobulines. Et la cellule endocytaire exprime les immunoglobulines. C'est la cellule leucocytaire qui exprime les immunoglobulines. L'interaction entre intégrine et immunoglobulines va me permettre de fixer la cellule et de l'intégrer. Les sélectines sélectionnent et les intégrines intègrent. Les sélectines sélectionnent le leucocyte et les intégrines les intègrent. Les sélectines sélectionnent et les intégrines les intègrent. Je reprends, j'ai un leucocyte, le leucocyte il est marginalisé, je veux le faire entrer à l'intérieur du tissu inflammatoire. Il exprime des mucines, des molécules glucidiques, des cellulomycines. D'accord? Ces cellulomycines vont se fixer sur des sélectines endocytaires. Ces sélectines endocytaires vont permettre au leucocyte de réaliser un roulement. Il va commencer à se rouler sur la paroi endothéliale et diminuer sa vitesse. Une fois la vitesse très diminuée, il va exprimer. Il y aura une sécrétion d'interleukine 8, des phénomènes que vous allez voir pendant l'impact, d'accord, dans la vidéo. L'essentiel, c'est qu'il va y avoir une expression des
des intégrines. Il va y avoir une expression des intégrines. Les intégrines sont monomériques, elles vont se dimériser. Une fois dimérisées, elles vont s'activer. Et quand elles deviennent actives, elles peuvent se fixer sur les immunoglobulines des cellules endothéliales. Une fois les intégrines se sont fixées sur les immunoglobulines, il peut y avoir une fixation et une internalisation de ces cellules. Donc il faut savoir qu'il y aura une rupture entre les molécules d'adhésion. Il faut savoir que j'ai des molécules d'adhésion entre les endocytes. J'ai des molécules d'adhésion dans les cellules endothéliales. La cellule endothéliale avec une autre cellule endothéliale, il y a des molécules d'adhésion entre les deux. Ces molécules d'adhésion vont se rompre. Ce sont des cadérines, elles vont se rompre. Les cadérines, vous avez vu en cytologie que les cadérines ne sont pas fixées tout le temps. Les cadérines ne sont fixées que lorsqu'il y a les E-cadérines. Bon, ce sont des cadérines. Les cadérines ne sont fixées que lorsqu'il y a du CA2+. Donc les cadérines peuvent se séparer. Il y a une séparation des cadérines, éloignement des cellules endothéliales et entrée de la cellule à l'intérieur du tissu inflammatoire. Donc ces facteurs, ces liaisons vont disparaître et il y aura une ouverture qui permettra à un leucocyte de changer de forme. Une fois la forme changée, il va entrer à l'intérieur du tissu. Très bien, on avance. Donc l'activation du système du complément, le complément peut être activé par 3 voies, la voie principale qui est la voie classique, la voie des lectines et la voie alterne. Chacune des 3 voies possède son propre activateur. La voie finale commune de la destruction bactérienne qui va réaliser la principale fonction du complément, c'est l'activation du C5 qui va former le complexe d'abattement planaire. Le complexe d'abattement planaire est un ensemble de protéines qui vont se fixer sur la surface de la bactérie pour créer un pore. Le pore, par le phénomène osmotique, va permettre à beaucoup d'eau d'entrer à l'intérieur du cytoplasme de la bactérie parce qu'il y a une différence de concentration entre le milieu cytoplasmique et le milieu extracellulaire. Le milieu cytoplasmique est beaucoup plus concentré que le milieu extracellulaire parce qu'il y a des protéines chargées, parce qu'il y a des ions. Donc il faut savoir que la bactérie est osmotiquement protégée par sa paroi. C'est la paroi de la bactérie qui lui permet de garder sa rigidité, de garder sa structure architecturale et de ne pas exploser. Lorsque je crée un trou au niveau de cette paroi, je suis en train de détruire cette imperméabilité. Je vais laisser l'eau passer du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré et je vais détruire la cellule par le complexe d'attaque membranaire. Ça, c'est la destruction par le système du complément. Plus, bien sûr, il y aura une libération des C3A, C4A, C5A. Ce sont des facteurs anaphylatoxiques qui vont attirer surtout le C3A et le C5A principalement, qui vont attirer d'autres cellules inflammatoires vers le site inflammatoire. Très bien. Les molécules anaphylatoxiques vont attirer les cellules inflammatoires. Elles vont provoquer la dégranulation des mastocytes. On vient de voir ça dans le QCM. Quelles sont les molécules qui permettent de réaliser une dégranulation des mastocytes et des basophiles? Parmi les différents facteurs, on a ces molécules anaphylatoxiques. Donc, il y a une activation du complément. L'activation du complément va me provoquer une dégranulation des mastocytes, une augmentation de la perméabilité vasculaire par l'intermédiaire de ces molécules. Il y a l'histamine et la sérotonine. L'histamine et la sérotonine, ce sont principalement l'histamine, ce sont des vasodilatateurs, donc ils vont me permettre d'augmenter la perméabilité vasculaire. Plus le chimiotaxisme, puisque les molécules C3A et C5A peuvent attirer vers le site inflammatoire les différentes cellules. Très bien. Quelques effets de l'histamine, la dégranulation des mastocytes, on le sait. Leucotriène, prostaglandine, d'accord. Ce sont des facteurs qui sont libérés par cette dégranulation et qui ont un rôle pro-inflammatoire. L'activation des phagocytes va me synthétiser l'interleukine 1 et le TNF-alpha qui sont aussi des facteurs chimiotactiques. Ils vont attirer des cellules inflammatoires vers le site inflammatoire, surtout le TNF-alpha. Très bien.
Modification hémodynamique au niveau de l'anse capillaire. Donc il faut savoir que la principale modification est l'augmentation de la pression locale. Je dois réaliser une vasodilatation, mais je vous ai dit dans le cours inflammation, la vasodilatation, quand je la considère isolément, une vasodilatation, elle diminue la pression, elle augmente. Elle diminue la pression vasculaire. La vasodilatation diminue la pression. Mais il n'existe pas de vasodilatation isolée. Comme par exemple, prenons avant d'étudier cela. Quand je vous parle du glomérule rénal, du débit de filtration rénale, ou de la filtration glomérulaire, si je veux réaliser une filtration glomérulaire, ou si je veux augmenter la filtration glomérulaire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois soit réaliser une vasoconstriction de l'artériole efférente, soit une vasodilatation de l'artériole afférente. Si je prends l'artériole afférente, c'est que je crée une vasodilatation. La vasodilatation de l'artériole afférente va augmenter la quantité d'eau qui arrive au glomérule. La pression hydrostatique va augmenter et la migration de l'eau va augmenter. Ça, donc il faut considérer les différents milieux dans lesquels je me trouve. La vasodilatation, ou les facteurs inflammatoires, les différents médiateurs inflammatoires libérés. Les différents médiateurs inflammatoires libérés au cours de l'inflammation. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont faire une vasodilatation précapillaire et une vasoconstriction postcapillaire. D'accord? Pourquoi? Pour augmenter la pression ici et la diminuer ici. Ici, il y aura une diminution, une vasodilatation, et ici, il y aura une vasoconstriction. C'est comme si je fermais ici et j'augmentais la quantité d'eau qui venait d'ici. Puisque l'eau ici augmente et elle ne peut pas passer ici, elle va aller où? Elle va aller dans le tissu conjonctif. L'eau va migrer. Pourquoi l'eau est en train de migrer? Pour faciliter le passage des cellules. Et permettre de réaliser l'œdème, le fameux œdème inflammatoire. Est-ce que c'est clair? Donc au cours d'une réaction inflammatoire, j'ai une vasoconstriction postcapillaire et une vasodilatation précapillaire. La vasodilatation précapillaire permet d'augmenter la quantité d'eau qui arrive. La vasoconstriction postcapillaire permet d'empêcher cette eau de partir par les vaisseaux et donc de la chasser vers le tissu interstitiel, de la chasser vers le tissu conjonctif, de la chasser vers le site inflammatoire. Est-ce que c'est clair? Donc les médiateurs qui sont impliqués dans la vasodilatation, ce sont l'histamine, la sérotonine, la prostaglandine et la bradykinine. Je vous avais dit que la bradykinine était vasodilatatrice. Et au niveau veineux, au niveau postcapillaire, j'ai aussi des molécules qui vont me réaliser des vasoconstrictions, qui sont toujours l'histamine. Donc vous voyez, l'histamine, il réalise une vasodilatation précapillaire, une vasoconstriction postcapillaire. Plus les anaphylatoxines du complément, la leucotriène, la thromboxane, surtout la thromboxane, et aussi la bradykinine. Donc, vous les apprenez. J'ai des effets inverses au niveau précapillaire et au niveau postcapillaire. Très bien. On continue. Ici, c'est la lésion, c'est l'inflammation en quelques schémas, d'accord? Donc, j'ai un tissu qui est normal. Ce tissu, il a été infecté par une bactérie. Il y a eu une lésion de l'épiderme, par exemple si on se trouve au niveau de la peau. Puis il y aura une réparation du tissu et il y aura une vasodilatation, une augmentation de la perméabilité capillaire. Cette augmentation de la perméabilité, elle permet l'afflux de cellules et ces cellules vont réaliser leur fonction inflammatoire. La phase d'amplification de l'inflammation, donc on a des médiateurs plasmatiques et j'ai aussi des cellules. Les médiateurs, c'est quoi? Ce sont les molécules anaphylatoxiques qui vont attirer les molécules, ce sont des molécules inflammatoires qui vont attirer les cellules. Elles vont être libérées, les compléments vont être libérés, les protéines du complément vont être libérées, et une fois libérées, ils vont attirer les cellules, les monocytes, les polynucléaires neutrophiles, etc. Il y a aussi des médiateurs cellulaires. Ce sont des cellules qui vont me libérer des médiateurs. Ce sont
des cellules qui vont me libérer des médiateurs inflammatoires. Donc, je vais avoir l'histamine, la sérotonine, la prostaglandine. Tout ça, c'est des cellules. Les mastocytes, les basophiles, ce sont des cellules. Ce sont des cellules qui vont me libérer des molécules. Ces molécules, ce sont des molécules qui vont permettre d'augmenter ou d'amplifier la réaction inflammatoire. L'histamine, quand j'ai un mastocyte activé, le mastocyte va libérer de l'histamine. L'histamine va réaliser des vasodilatations, il va attirer des cellules, donc il va amplifier la réponse. Donc, ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'il y a plusieurs facteurs. Quels sont les facteurs cellulaires? Quels sont les facteurs cellulaires? Ou quels sont les facteurs les facteurs cellulaires, des facteurs libres, circulants, solubles, qui vont amplifier la réaction inflammatoire. Très bien. On a parlé de tout ça. Les cellules dendritiques matures quittent l'épithélium pour aller au ganglion. On a vu cela dans l'hypersensibilité de type 4. On avait dit qu'il y avait des cellules dendritiques qui allaient jouer le rôle de cellules présentatrices d'antigènes. C'était des cellules qui allaient rencontrer l'antigène, le phagocyter, le détruire, l'apprêter, puis aller vers le ganglion, où elles vont le présenter au LT. Très bien. Donc elles ont un rôle dans l'amplification de la réaction inflammatoire et dans la liaison entre la réponse non spécifique et la réponse spécifique, puisqu'elle va activer les LT. Les cellules dendritiques matures arrivent au ganglion pour présenter au LT. On avait dessiné ce matin. Donc les cellules dendritiques, ce sont les cellules en jaune. Elles vont arriver avec ces petits points rouges qui sont les antigènes qu'elles ont phagocytés. Elles vont rencontrer les LT. Et elles vont les activer. Elles vont les activer selon deux voies possibles. Soit la voie TH1 en sécrétant l'interleukine 12, soit la voie TH2 en sécrétant quoi? Les L4. Donc la cellule dendritique peut sécréter soit de l'interleukine 12 pour stimuler le TH0 à devenir TH1, soit sécréter de l'interleukine 4 pour stimuler le TH0 pour qu'il devienne TH2. Si j'ai une réponse TH1, je vais sécréter des molécules qui sont spécifiques. Je vais commencer à sécréter le TNF-alpha, l'interleukine 1, l'interféron gamma, d'accord, pour attirer les cellules cytotoxiques, pour que je puisse stimuler les LT8. Alors que si j'ai une réponse de type TH2, je commence à sécréter l'interleukine 4, l'interleukine 5, l'interleukine 6, l'interleukine 10, l'interleukine 13, et je vais stimuler les LB. Pour réaliser une réaction à médiation humorale. Très bien, reconnaissance, activation des LT, ce sont les schémas qu'on avait vus ce matin. J'aurai une cellule dendritique, la cellule dendritique va donner le CD86 et CD80. C'est quoi? C'est le B7. C'est le B7 de ce matin. Le B7 va se fixer sur le CD28. Et le CMH qui fixe l'antigène va reconnaître le TCR avec le CD4. D'accord? Il y aura une activation. On a parlé de tout ça ce matin. Très bien. La reconnaissance et l'activation des LT. Le LT va reconnaître le peptide présenté par les molécules du CMH2. Il reconnaît le peptide présenté par le CMH1. Si c'est un CD8, il va reconnaître le peptide présenté par le HLA1. Si c'est un CD4, il va reconnaître l'antigène présenté par le HLA2. Le HLA2 présente l'antigène au CD4. Le HLA1 présente l'antigène au CD8. Très bien. Donc le LT4 va devenir TH0 et selon le mode d'activation, il peut devenir soit TH1, soit TH2, selon le type d'activation. Et c'est selon les cytokines présentes dans le milieu. On a s'il reçoit de l'IL12, s'il reçoit du IL de l'interleukine 12, il devient TH1, d'accord? Et s'il reçoit de l'IL4, il devient TH2. Chacune des deux molécules, chacune des deux cellules possède ses propres médiateurs, qui ont des médiateurs qui sont spécifiques de la réponse cellulaire, et les autres ce sont des molécules spécifiques de la réponse humorale. Très bien. La production de cellules de CTL, d'accord, des cellules T cytotoxiques, d'accord. Donc j'aurai un TH1 et le TH1, j'aurai une activation des TH1 et des LT8,
je vais avoir une activation du CPA. Ce sont des cellules, ce sont des phases que vous avez vues dans le cours interaction cellulaire au cours de la réponse immunitaire. Donc j'ai une cellule dendritique. La cellule dendritique, elle a reconnu un antigène. Elle va le présenter via le HLA1 et le HLA2. Elle va le présenter au HLA2 pour le CD4. Et elle va le présenter avec le HLA1 pour le CD8. Le CD8 va s'activer. Le CD8 va s'activer pour devenir cellule pré-cytotoxique. Cette cellule pré-cytotoxique, elle va attendre. La cellule dendritique, elle a aussi activé le CD4. Le CD4 devient TH0. Le TH0 reçoit les L12. Les L12 va orienter le TH0 pour devenir TH1. Quand il devient TH1, le TH1 va activer la cellule pré-cytotoxique. Le CD4 va activer le CD8. Le CD4 va activer le CD8. Et quand le CD4 active le CD8 pré-cytotoxique devient CD8 cytotoxique et il peut attaquer la cellule cible. La cellule cible, c'est soit une cellule tumorale, soit une cellule infectée par un virus, soit une cellule attaquée par un germe intracellulaire comme la brucellose, comme la tuberculose. Très bien. Ce sont les modes d'attaque. Tu as le CTL. Le CTL peut attaquer la cellule cible par le système perforine-granzyme, par le baiser de la mort. Ce qu'on appelle le baiser de la mort, c'est le fait que la cellule cytotoxique se fixe sur la cellule cible, elle induit des messages nucléaires et ce sont des messages d'apoptose. Elle va produire la destruction de la cellule. Ou enfin la phagocytose des débris cellulaires. Ces débris cellulaires vont être détruits. Attention, on n'est pas en train de nous parler des différents modes d'attaque. On est en train de nous parler des étapes. 1, 2, 3. 1, il y aura libération des perforines. 2, il y a destruction. 3, il y a phagocytose. D'accord? Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de destruction. On nous a montré la perforine granzyme. Oui, c'est vrai parce qu'on est en train de parler des CD8 et les CD8 vont utiliser ce moyen. Les NK peuvent utiliser d'autres moyens, c'est pas important. On est en train de parler des CD8. Les CD8, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir se fixer sur la cellule, libérer de la perforine et des granzymes. Ce sont des enzymes qui vont détruire la cellule. Les débris cellulaires, il y aura un phagocyte qui va venir et qui va les avaler, qui va les digérer. Très bien. Production des immunoglobulines, c'est la réponse TH2, la fameuse réponse TH2. Le TH0 va recevoir de l'interleukine 4. Quand il reçoit de l'interleukine 4, il va devenir TH2. Le TH2 va se fixer sur le LB. D'accord? Attention. C'est le LB qui va présenter l'antigène au LTH2. Le LB est une cellule présentatrice d'antigène. Elle va présenter l'antigène au LTH2. Pourquoi? Pour que le LTH2 l'active. D'accord? Donc le LB peut jouer une cellule présentatrice d'antigène. D'accord? Est-ce qu'ils ont montré ça ici? Très bien, c'est un excellent schéma. J'adore ce schéma. Pourquoi j'adore ce schéma? Parce que dans ce schéma, on vous montre un LB avec son BCR et l'antigène sur son BCR. Cet antigène, il va être internalisé. Il va être divisé en 2 petites molécules que je vais fixer sur le HLA2 et que je vais exociter. Ce HLA2, il va présenter l'antigène porté par le LB au TH2. Donc c'est le LB qui présente l'antigène. C'est le LB qui présente l'antigène au TH2. D'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Quand je parlais de la réponse TH1, c'était la cellule dendritique qui a présenté au CD4 et au CD8. Quand je parle de la réponse TH2, la cellule dendritique va présenter au LT, le LB va aussi présenter au LT. D'accord? Il faut faire la différence entre les deux. Le résultat final, c'est quoi dans la boîte TH1? Le résultat final, c'est l'activation du CD8 pour qu'il devienne cellule cytotoxique. Le résultat final, c'est quoi ici dans la boîte TH2? C'est l'activation du LB pour qu'il devienne plasmocyte. D'accord? Dans la boîte TH1, j'ai un LTH, un CD4 et un CD8. Les deux vont se fixer sur la cellule dendritique et la cellule dendritique va présenter O2. Le LT4 va activer le LT8. Le LT4 va activer le LT8. Le LT4
il va activer le LT8. Ou chez nous, il n'y a pas de contact direct entre le LT4 et le LT8. Il n'y a pas de contact direct entre le LT4 et le LT8. Ce sera des molécules de costimulation à distance. Ce sera une sécrétion du IL2. Ce sera une sécrétion du IL2. Par contre, ici, dans l'activation du LB par le LTH, il y aura un contact intime entre le LB et le LTH. Est-ce que c'est clair? Donc, dans la réponse de type TH, qu'est-ce qui va se passer? J'ai une cellule dendritique. La cellule dendritique va présenter à qui? Elle va présenter au LTH. D'accord? Elle va présenter au LTH. Le LTH devient LTH2. Puis le BCR, le LB a fixé sur son antigène, sur son BCR. Il l'a internalisé. Il le représente sur le HLA2. Et le LB va présenter au même LTH qui a été sélectionné par la cellule dendritique. Il va être activé. Il y aura des messages de co-stimulation. Le message de co-stimulation le plus important, c'est le message CD40L. C'est le message CD40L. Il y aura une activation du LB. Le LB se différencie en plasmocytes et en LBM. Les plasmocytes commencent à sécréter des immunoglobulines et les immunoglobulines vont attaquer les antigènes. Les immunoglobulines vont attaquer les antigènes. Opsonisation par les immunoglobulines, c'est tellement facile. C'est une bactérie. C'est un point de liaison entre la réponse humorale spécifique et la réponse non spécifique. J'ai des LB qui sont spécifiques contre une bactérie. Ils sécrètent des immunoglobulines. Les immunoglobulines vont se fixer sur cette bactérie et les immunoglobulines possèdent des récepteurs au niveau des macrophages. Les immunoglobulines possèdent des récepteurs au niveau des macrophages. Les immunoglobulines vont se fixer sur le récepteur macrophagique et le macrophage va réaliser une phagocytose. Donc il y a une interaction entre les différents effecteurs de mon système immunitaire. L'activation du système du complément, on avait dit que soit par la voie des lectines, la voie alterne ou la voie classique, il y a une création du complexe d'attaque membranaire qui allait détruire par choc osmotique ma cellule. D'accord? Le complexe d'attaque membranaire, le voici. En microscopie électronique, on voit des petits trous cellulaires. Ce sont des petits trous par lesquels va passer l'eau et qui vont me détruire cette cellule cible. L'opsonisation par le C3b du complément, on avait dit que le complément était impliqué dans l'opsonisation. Les molécules du complément pouvaient se fixer sur la bactérie et ce complément possède des récepteurs au niveau des macrophages. Ce sont les fameux CR1, les récepteurs du complément. Le C3b peut se fixer sur son récepteur. La bactérie se retrouve fixée sur le macrophage et le macrophage peut l'avaler. Très bien. La cytotoxicité dépendante des anticorps, c'est aussi un facteur qui permet de lier l'immunité spécifique à l'immunité non spécifique, d'accord? Les NK ont la capacité de détruire des cellules de façon non spécifique. Comment cela va se passer? Il y aura des LB qui vont sécréter des anticorps. Les anticorps vont se fixer sur des antigènes bactériens et puis il y aura le NK qui va venir. Le NK possède des récepteurs du fragment FC. Il va se fixer sur le fragment FC et il va détruire la cellule. Pour détruire la cellule, il a plusieurs méthodes. Soit perforer une granzyme, soit le baiser de la mort, soit d'autres facteurs. L'essentiel, le NK peut détruire la cellule de façon non spécifique en se fixant sur le fragment FC. Pourquoi je l'appelle façon non spécifique? Je l'appelle façon non spécifique parce que le NK, tu vous fais le NK, le NK ضاحك هذا le NK, est-ce qu'il possède des récepteurs de cette target cell? Il n'a pas de récepteur de cette BK. Ce n'est pas important pour lui que cette cellule soit de la BK, soit de Mas'ouda, d'accord? Mas'ouda. Il s'en fiche pas mal du type cellulaire. Ce qui est important pour lui, c'est le type d'anticorps. Il va fixer l'anticorps. Ou l'anticorps, il vient de mon organisme. Donc, il possède des récepteurs de l'anticorps. C'est l'anticorps qui va fixer la bactérie, qui va la reconnaître. Le NK ne va pas reconnaître la bactérie. Il va se fixer sur les anticorps. C'est pour cela que je l'appelle natural killer. Il fait partie de l'immunité naturelle, de l'immunité innée. D'accord? Très bien, très bien, très bien. Et voilà, normalement,
Un petit mot sur l'infection virale, la défense antivirale. La défense antivirale, c'est une différence entre des facteurs qui sont intracellulaires. Elle va impliquer l'immunité cellulaire principalement. Il y aura une reconnaissance de la cellule infectée par les différents médiateurs cellulaires, soit les LT8, soit les natural killers, d'accord? Et il y aura une destruction de ma cellule. D'accord? Donc l'infection antivirale, ce n'était pas le but de votre cours pour cette année. La lutte antivirale, elle peut impliquer les immunoglobulines, elle peut impliquer, puisqu'elle implique les NK, elle peut impliquer les NK, elle peut impliquer les LT8. Voici la cellule infectée, d'accord? Voici la cellule infectée. La cellule infectée par un virus va commencer à exprimer des antigènes viraux. Ces antigènes viraux vont être reconnus par l'organisme et l'organisme va commencer à les attaquer par des anticorps ou par une immunité cellulaire. Et on a terminé avec ce cours.